Bonjour, merci de nous faire confiance sur New World Info. C'est l'heure de décryptage. Nous recevons Mamadou Diouf. Mamadou, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Avec vous, nous allons parler du Niger, 2,5 millions de personnes touchées par l'insécurité alimentaire selon l'Organisation des Nations Unies. Alors, Mamadou, ça vous dit quoi? Ce n'est pas une surprise puisque le Niger est un pays fondamentalement agraire qui dépend de l'agriculture et il se trouve que depuis quelques années, il y a les aléas qui font que parfois l'hivernage vient comme il se doit, les gens peuvent avoir avec l'agriculture de subsistance de quoi se prendre en charge. Malheureusement, quand l'hivernage fait défaut, ou bien quand c'est le contraire, quand il y a beaucoup d'eau et qu'il y a des inondations, on ne peut plus compter sur la récolte. Et immédiatement, vous avez des populations qui se retrouvent avec ce qu'on appelle une période de soudure qui va être extrêmement longue. Et en ce moment, il y a un problème d'alimentation qui se pose pour les populations. Ce n'est pas la première fois que ça arrive au Niger, ce n'est pas la première fois que ça arrive également dans des pays qui dépendent de l'agriculture pour une bonne partie de leur alimentation. Alors, les agences des Nations Unies n'ont pas fourni de détails par rapport aux causes de la crise alimentaire ni aux régions les plus affectées du Niger. Mais pour le gouvernement, quel travail il doit faire concrètement? En fait, ils n'ont pas fourni les causes, mais une des causes, c'est ce que j'ai dit, c'est cette question de la pluviométrie. L'autre cause, c'est la question de l'insécurité au niveau du Niger. Si vous prenez la zone de Difa, qui est aujourd'hui la zone au Niger où il y a le plus d'insécurité, les paysans n'ont pas cultivé. Je ne parle plus d'aléas climatiques, je ne parle pas de il a plu ou il n'a pas plu. Qui va aller au champ en risquant sa vie pour aller cultiver? L'autre interrogation, qui va commencer à cultiver aujourd'hui alors que tu ne sais pas si dans 2 mois on viendra brûler vos champs ou bien brûler vos greniers après la récolte, puisqu'on a vu cela, ou bien on viendra même chasser les populations, les amenant à quitter le lieu où ils sont. Et ce n'est pas à Difa seulement que le problème se pose. Dans toutes les zones d'insécurité, les populations, en plus de la question de la pluviométrie, les populations ne sont même pas allées pour mener les activités champêtres. C'est pourquoi aujourd'hui, on est en face de 2,5 millions de personnes qui ont un besoin d'aide alimentaire, mais l'UNICEF dit attention, si ça continue, d'ici une année, ça ne sera plus 2,5, ça sera 3,6 millions de personnes. Il va falloir que l'État nigérien prenne les dispositions qu'il faut, mais malheureusement, l'État nigérien, avec ses ressources limitées, avec l'insécurité qui grève le budget de l'État nigérien, on ne s'attend pas à grand-chose. Raison pour laquelle les organismes internationaux ont déjà commencé à lancer des appels pour que des gens fassent des dons pour ne pas attendre que la catastrophe soit là, puisqu'ils sont en train d'anticiper. C'est pour éviter d'attendre qu'on nous montre encore des enfants malnutris, des personnes squelettiques, pour qu'on dise maintenant il faut les aider. Ils sont en train de vouloir anticiper pour qu'on n'en arrive pas à ce stade-là. Le rôle de l'État nigérien, c'est de les accompagner et de voir à l'intérieur, sur la base des ressources disponibles, sur la base également de ce que les Nigériens peuvent faire, comment organiser un tant soit peu de solidarité pour qu'une partie des Nigériens ne vivent pas dans le calvaire. Vous avez parlé de dont tout à l'heure, Mamadou Diouf. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aller au niveau des causes même du problème? Vous avez parlé de la pluviométrie, vous avez parlé également de l'insécurité. On sait tout ce qui se passe au Niger. Alors, comment apporter concrètement des solutions à ces problèmes? Le problème, c'est que quand on veut apporter des solutions à ces problèmes, on ne règle pas le problème de ces 2,5 millions de personnes. Puisque si je prends la question de l'insécurité, si on se lève pour résoudre le problème, il faut combien de temps pour le résoudre? Et tant qu'on empêchera des populations d'aller cultiver, et ce n'est pas la seule activité que les groupes armés empêchent. L'élevage ne fonctionne pas normalement puisqu'ils empêchent aux gens d'aller dans certaines zones, ou bien ils ont tendance à prendre les bêtes par la force au niveau des gens en faisant des razzias. Vous avez ces routes commerciales qu'ils bloquent. Donc ce n'est pas au niveau de l'agriculture seulement que le Niger rencontre aujourd'hui des problèmes à cause de la question sécuritaire. Mais ce n'est pas une question qu'on peut régler en 2 ou 3 mois. De sorte que si le Niger veut attendre de résoudre le problème sécuritaire pour régler ce problème, mais cette prévision qui dit que si on continue, il y aura pratiquement 1 million de plus, cette prévision risque de se réaliser. Il faudra que le Niger continue la lutte contre
cette question de l'insécurité, il y a un travail qui est fait pour que les populations reviennent dans des zones qui ont été abandonnées par les populations, mais il faut qu'on puisse sécuriser les populations dans ces zones, sécuriser également les activités économiques de ces populations pour que progressivement, les populations qui reprennent elles-mêmes leurs activités économiques réduisent le nombre de personnes qui sont en besoin d'aide. Mais si on fait le contraire, les groupes terroristes continuent d'avancer, de chasser les populations, de créer des déplacés intérieurs, de détruire les moyens de production, il y a fort à craindre que par la suite, le Niger va rencontrer énormément de difficultés. La question de la pluviométrie, n'oublions pas que le fleuve Niger est là. Il faudrait également que d'un point de vue agricole, qu'on quitte l'exploitation familiale, l'exploitation de subsistance pour aller vers de l'agrobusiness, comme on l'appelle, pour que le Niger, comme tous les autres pays, travaille à de l'autosuffisance alimentaire. Ce qui n'est souvent pas encore le cas, ni au Niger, ni dans beaucoup d'autres pays de la sous-région. Il va falloir faire ce travail, mais ce travail-là également, on ne le fait pas en 1 an, on ne le fait pas en 2 ans, et ce travail sera difficilement fait si les conditions de sécurité ne sont pas fortement améliorées. Alors, Mamadou, 2,5 millions, c'est énorme. On parle de la zone de Difa, de Tahoua, de Tillabéri et autres. Alors, les dons, comment ils se feront? Au niveau du Niger même, de la sous-région, où ces dons seront organisés par les Nations Unies? C'est certainement les Nations Unies qui vont l'organiser. Il y a l'UNICEF qui cherche déjà 257 millions de dollars. Bien que l'UNICEF s'intéresse plus aux enfants, mais n'oublions pas que l'UNICEF, c'est toujours les Nations Unies, mais avec une branche qui est tout simplement spécialisée sur la question de l'enfance. Et certainement, c'est les Nations Unies, il y a l'UNICEF qui fait ce travail, il y a le PAM, puisqu'on parle d'aide alimentaire, il y a la structure qui est là pour cela. Malheureusement, quand il y a un problème alimentaire, il y aura un problème de santé. Certainement, l'OMS, en relation avec l'UNICEF, va intervenir pour voir comment faire en sorte de prendre en charge des enfants qui sont malnutris, etc. Le Niger seul ne pourra pas le réussir. Généralement, quand ça atteint un certain niveau, c'est à partir des Nations Unies, comme c'est en train d'être fait, qu'on lance un cri d'alarme pour ne pas attendre que la situation soit chaotique avant de venir jouer aux sapeurs-pompiers. Et l'UNICEF a déjà commencé en faisant des estimations, en disant voilà ce qu'il nous faut comme somme pour pouvoir venir en aide à des personnes qui vont se retrouver dans une situation extrêmement difficile. Le Niger pourrait faire la même chose dans un cadre bilatéral, puisque ça c'est un cadre multilatéral. La Chine pourrait offrir du riz au Niger, la Russie pourrait offrir du blé, la France pourrait offrir du lait, etc. Mais ça dépendra de la diplomatie du Niger, alors que le plus souvent, nos États ont du mal à accepter de tendre la main de la sorte. Souvent, parfois, l'État même essaye de sous-estimer, voire même de nier la réalité qu'une partie de la population dans le pays ne parvient pas à subvenir à ses besoins les plus élémentaires. On parlait de ces fonds pour aider le Mali. Ce sont des dons qui ne seront pas à payer plus tard, comme les analystes le disent souvent. Non. Quand il s'agit de problèmes de malnutrition, quand il s'agit d'aide alimentaire, de façon générale, on n'est plus dans les prêts. On est dans l'aide carrément. Quand on parle du PAM, le PAM n'amène pas de l'argent, le PAM amène de la nourriture. Il y a déjà même de nouvelles méthodes aujourd'hui qui sont utilisées par les Nations Unies et le Niger est dans ce cas. Si vous voulez apporter de l'aide, vous avez parlé tout à l'heure de Tillabéri. Tillabéri, c'est la zone des 3 frontières. Si vous amenez des camions de riz, qui va transporter les camions? Où tu vas les distribuer, où tu vas les stocker, alors que tu es carrément dans une zone d'insécurité. Ils ont actuellement une nouvelle méthode qu'ils appellent le cash. C'est-à-dire, on cherche est-ce que dans la zone, les populations vont pouvoir trouver de quoi manger. Si les populations peuvent trouver de quoi manger, puisque actuellement presque tout le monde a un téléphone portable, on prend un opérateur de téléphonie mobile, on a les noms des personnes, on a les numéros de téléphone, on transfère l'argent directement sur le téléphone de la personne concernée. C'est pourquoi on parle de cash. La personne a directement de la liquidité pour pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes et ça évite toute la logistique qui devait accompagner cette distribution de vivres, sa sécurisation, etc. Ça permet également d'éviter les risques sécuritaires qui existent au niveau de la zone. Donc, il y a de plus en plus des méthodes qui sont utilisées et qui s'adaptent à la situation sécuritaire. Ça se fait déjà au Burkina, par un certain nombre d'organisations.
Le PAM le fait, le HCR également le fait. Lors de mon dernier séjour, j'ai visité une mutuelle qui travaille dans ce sens-là avec ces organismes et ils envoient l'argent directement aux populations parce qu'aller sur le lieu n'était pas imaginable tout simplement. Alors, Mamadou, le Niger connaît souvent ces genres de crises, de situations. Ben, le Niger est classé comme l'un des pays les plus pauvres de la planète également. Ça va finir quand? Ben, ça finira quand le pays aura d'abord de la stabilité. Tout le monde est d'accord qu'il ne peut pas y avoir de développement sans stabilité. Le militaire, le Niger, les coups d'État, les changements de régime, tous ces éléments, on joue avec alors qu'il y a un minimum de continuité qu'il faut avoir pour pouvoir aboutir au développement. Même un président qui a 2 mandats a très peu de chances de pouvoir développer son pays. Pour développer un pays, on pense à une génération, 25 ans. 25 ans, sauf si la personne ne veut pas quitter le pouvoir, c'est plusieurs mandats, mais surtout c'est plusieurs mandats où, quand les présidents se succèdent les uns après les autres, il y a des consensus forts sur un certain nombre de questions, de sorte que ce que le premier président commence à construire, quand le deuxième président vient, il ne va pas le remettre en cause pour recommencer à zéro. Et maintenant, c'est ce processus qui va accumuler les efforts de chaque président sur une génération qui permet à un pays de changer complètement de visage. Alors que le plus souvent, ce n'est pas ce que nous voyons. Quand un président vient, il considère que celui qui était là n'avait rien compris. La direction qu'il avait prise n'est pas la bonne. Lui, il change de direction. L'autre viendra après lui, il changera de direction. Mais quand on recommence de façon éternelle, on ne finit jamais de construire un bâtiment. Pour finir de construire un bâtiment, il faut s'entendre sur la fondation, que ceux qui sont là fassent la fondation, que les autres fassent les gros œuvres et que les autres viennent finir pour faire la finition. On aura finalement un bâtiment, mais si à chaque fois il faut le remettre en cause, enlever la fondation, recommencer, avant de finir le bâtiment, tu es parti, l'autre revient pour faire la même chose, on ne s'en sortira pas. L'autre élément, c'est la bonne gouvernance. C'est vrai que nos pays n'ont pas beaucoup de ressources, mais il y a quand même quelque chose qui existe. Il faut que ces quelque chose soit géré de façon judicieuse. Et ce n'est pas le cas dans beaucoup de nos pays où tout le temps on fait part de scandales. Et quand on dit scandale, c'est des milliards dans des pays où quand tu donnes 100 000 francs à certains, ils parviennent à pouvoir se débrouiller pour régler leurs problèmes et les problèmes également de leur famille. Ça également, il faut qu'on le remette en cause et qu'on sorte de cette corruption très forte qui empêche à nos pays, même quand un peu de moyens le permet, de pouvoir aller vers le développement. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On marque une petite pause et on reçoit l'invité du jour.